Alors, coucou Bruce. Salut. Merci de venir sur Mademoiselle. Merci pour l'invitation. C'est toi le créateur de la chaîne Y Penser. Est-ce que tu peux présenter pour les quelques Mademoiselles qui ne connaîtraient pas encore Y Penser le concept? Alors, Y Penser, donc c'est une chaîne YouTube, donc c'est un ensemble de vidéos dont le but est de s'interroger soit sur des questions qu'on se pose et auxquelles on ne cherche jamais particulièrement de réponse, soit d'une manière générale de s'ouvrir un peu à tout ce qui peut être curieux dans le monde, en ce qui concerne pas la nature, la science, la biologie, la chimie, enfin tout. C'est très très large comme sujet. Je me rends compte de plus en plus que c'est très très large. Et elle vient d'où cette passion pour la science? Est-ce que tu pourrais raconter un peu ton parcours, comment t'en es venu là? Alors, ça c'est très très vieux en fait. C'est à la base, ça vient vraiment du fait que je pense que ça vient du fait que je suis un geek en fait. On va dire que voilà, ça vient de ce point commun qu'ont les geeks, parce qu'il y a évidemment autant de geeks qu'il y a de geeks, mais ça vient du fait que les geeks ont besoin de comprendre. À un moment donné, dire voilà, ça marche comme ça suffit pas. Et donc voilà, c'est depuis très jeune, j'ai besoin de comprendre les choses. Et à partir de cette passion, à quel moment tu te dis je vais en faire des vidéos YouTube? Alors ça, c'est venu il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, où j'ai découvert, c'est mon frère qui m'a fait découvrir des chaînes YouTube en anglais. Il m'a fait découvrir Vsauce, Veritasium, Smarter Everyday. Et je me suis dit, mais c'est génial. Et j'étais certain que ça n'existait pas en France. Je me suis dit, un truc aussi bon, ça peut pas exister en France, c'est sûr, on est tellement, on est des nazes, on est des machins. Enfin, je faisais un petit peu le cliché du franchouillard qui râle, quoi. Et puis bon, j'ai cherché, et de fait j'ai mal cherché parce qu'il y avait déjà deux, trois chaînes, mais bon, à ce moment-là, je me dis merde, mais en fait il n'y a rien. Et puis je me suis dit, c'est peut-être l'occasion justement, plutôt que de râler, d'essayer de faire quelque chose. Et quand on commence sa chaîne, surtout que la tienne, elle est encore, on la voit évoluer, on sent que... Elle est jeune encore, ouais. Elle est jeune, tu cherches tes marques. Comment par exemple tu gères quelque chose qui revient souvent notamment dans tes FAQ, c'est la technique. C'est-à-dire on voit que tu cherches, tu tentes des choses. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des moments de découragement, genre j'y arriverai jamais, des moments au contraire où tu dis Eureka, j'ai trouvé? Alors de découragement oui, des moments où je me dis j'y arriverai jamais, non. Parce que voilà, à un moment donné, ne serait-ce que d'un point de vue purement pragmatique, je sais qu'il y a des gamins de 16 ans qui ont des chaînes YouTube où techniquement ça va, c'est nickel, ils ont un bon son, ils ont une bonne image, donc ça va, ça doit pas être non plus impossible. Mais découragement oui, parce que des fois j'ai l'impression de faire tout exactement comme la fois d'avant, puis d'un coup le son marche pas. Et il faut que je retourne tout. Et il est 4h du matin. Des choses comme ça, voilà. À un moment donné, je veux dire, j'ai l'habitude maintenant, j'ai des réglages dans mes logiciels pour pouvoir supprimer le son, le bruit de fond qu'il peut y avoir sur une vidéo, puis un jour je le fais, ça supprime la moitié de la voix. Je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas changé de réglage du micro. Et en fait, peut-être que le micro, au lieu d'être comme ça, il était un peu comme ça crée je sais pas. Mais donc régulièrement, voilà, je me rends compte qu'il y a toujours des problèmes en fait, c'est ça. Je suis pas encore arrivé à une phase où je me dis ça y est, j'ai mon setup, c'est bon maintenant, j'ai juste à plugger, brancher. Non, il y a toujours un truc. Et comment tu as vécu les débuts? Parce que je suppose qu'une chaîne YouTube, ça commence doucement, on a des fans qui arrivent, une base qui se crée. Toi, tu l'as vécu comment ces débuts-là? C'est rigolo en fait parce qu'on se fait des films sur comment ça va se passer et ça ne se passe jamais comme on pense que ça va se passer. C'est-à-dire qu'au début, on lance sa première vidéo en se disant bon, je vais partager à mes amis sur Facebook. Allez, j'ai 200 amis, il y en a bien 50 qui vont le partager. 50. Bon, il y en a que 6 qui like en fait. Donc la vidéo fait 14 vues. On se dit bon, c'est pas grave, on va continuer. C'est le truc, voilà, il faut pas se décourager, il faut continuer. Mais la première étape, c'est la première fois qu'on se rend compte qu'on a des gens qui regardent ces vidéos qu'on ne connaît pas. Ça, c'est la première étape, où on commence à avoir un message de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et c'est parce qu'on a un premier réflexe qui commence à dire mais qui es-tu, présente-toi. Et puis on se dit mais non, faut pas faire ça. Et puis, en plus, à l'époque, je connaissais pas du tout. C'est-à-dire que moi, ça fait des années que je bosse dans le web, mais je connaissais pas du tout le circuit autour des chaînes YouTube. Je connaissais pas les sites sur lesquels on peut agréger des vidéos type Le Lombric ou type, je sais pas, Coréus, Spion, des choses comme ça. Je connaissais pas du tout. Donc pour moi, c'était mais comment font les gens? C'est-à-dire que c'était au début, la première vidéo, elle faisait 14 vues, puis ensuite, ça faisait 30 vues, puis 60 vues. Moi, je me suis dit, l'essentiel, c'est que ça monte. C'est tout. Si ça monte doucement, mais l'essentiel, c'est que ça monte. À partir de quand tu as senti que ça venait quand même, que tu avais une vraie base, que tu pouvais compter dessus? La première fois, c'était fin décembre 2013.
J'avais fait 2 vidéos coup sur coup. C'était une sur le pourquoi la gueule de bois. J'avais fait ça juste avant le réveillon. Et celle qui était avant, c'était sur les chats. C'est pourquoi Internet est-il le royaume des chats. Je m'étais dit, ça c'est 2 sujets normalement qui doivent parler aux gens. Et à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, et je regarde mes analytics, enfin donc les stats sur YouTube, et je vois qu'il y a une vidéo et d'un coup qui est en train d'exploser. Alors, exploser, c'est-à-dire que mes vidéos étaient à 200, 300 vues, et il y en a une d'un coup qui a 12 000. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est la vidéo sur Eratosthène, et il y avait quelqu'un qui l'avait partagé sur le site Le Lombric. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des sites sur lesquels on pouvait poster des vidéos à YouTube en disant regardez les gars, regardez ça. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte, parce que là j'ai pu avoir une vidéo vraiment où il y avait du monde dessus, et où je commençais vraiment à avoir des commentaires, parce que quand on a 300 vues, même si on a beaucoup de pouces verts, c'est représentatif de rien en fait. C'est pas un panel suffisamment large. Quand on commence à voir, voilà, je pense que quand on dépasse les 10 000 vues, on peut se faire une bonne idée du retour qu'en fait le public. Voilà, s'il y a 10 000 vues, il y a, je dis n'importe quoi, 80 pouces verts, 2 pouces rouges, c'est une bonne vidéo. Et maintenant, j'aimerais te proposer de parler un peu du cœur de tes vidéos, donc de science. Ouais. Question de base, comment tu choisis tes sujets et surtout, comment tu fais pour les traiter de façon aussi pédagogique? Parce que moi, quand je vois des vidéos comme les tiennes ou peut-être celle d'Axel, je me dis c'est les Fred et Jamy de notre époque en fait. C'est des gens, ils ont un don pour... et c'est très démocratique en fait. Ça permet à des gens qui ne se seraient jamais intéressés de découvrir ça. Comment tu abordes ça? Alors, pour les sujets, en fait, il y a des sujets dont je veux parler. Je ne sais pas encore quand je vais en parler, mais je sais que je veux en parler. Je prends un exemple tout con, c'est la théorie des cordes, j'ai envie d'en parler. Mais après, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir parler de la théorie des cordes, il faut avoir parlé de la mécanique quantique. Il faut avoir parlé de la relativité générale, il faut avoir parlé de la relativité restreinte. Donc je sais qu'il y a des prérequis, ce qui fait qu'à un moment donné, le truc se construit au fur et à mesure. Après, il y a des sujets qui sont plus conjoncturels. Alors j'essaye de ne pas faire des sujets qui sont en rapport avec l'actualité. On m'a beaucoup reproché de ne pas avoir fait une vidéo sur Interstellar. Je dis ouais, mais le problème c'est que c'était trop tôt pour parler des trous de verre et des trous noirs, quoi. Donc dans l'absolu, oui, j'aurais bien aimé faire une vidéo sur Interstellar parce qu'il y avait beaucoup de choses à en dire, mais c'était pas le bon moment. Mais sinon, j'essaye quand même de faire de temps en temps des vidéos qui sont vraiment plus conjoncturelles, qui sont liées, on va dire, de loin à l'actualité. Mais ça m'est déjà arrivé, par exemple, de tourner un épisode et de choisir le sujet une demi-heure avant. Ça arrive. Voilà, c'est rare, mais ça arrive. Et non, d'autant que j'ai un planning de sujets, je veux dire, 200 sujets qui sont en attente. Là où je peux me décider au dernier instant, c'est plus par exemple sur les épisodes de La Preuve par Vieux. Parce que je parle d'un scientifique, je me dis, allez, c'est le moment duquel je vais parler. Allez, je vais parler de celui-là cette fois-ci. Tu viens de parler de La Preuve par Vieux, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu fais ta chaîne? Parce qu'il y a différentes petites playlists. Ouais. Vas-y, explique-nous un peu le concept de chacune. Alors, en fait, sur la chaîne, il y a 3 types. Aujourd'hui, il y a 3 types d'épisodes. Il y a ce qu'on appelle les épisodes classiques, où je vais répondre, où je vais soit répondre à une question qu'on peut se poser, par exemple, c'est quoi un arc-en-ciel ou pourquoi le ciel est bleu? Ou alors, dans ces épisodes, je peux aussi expliquer carrément une théorie scientifique, donc qu'est-ce que la relativité restreinte? Après, il va y avoir ce qu'on appelle les La Preuve par Vieux. Alors, c'est un nom avec un jeu de mots un peu... J'étais fier de ce jeu de mots, mais plus ça va, plus je me dis, il va falloir l'assumer longtemps celui-là. Et c'est des épisodes en fait où je raconte la vie d'un scientifique. Voilà. Si possible, qu'il y ait une vie assez marrante avec des anecdotes assez incroyables, mais sinon, non, je veux dire, ils seront pas tous des winners pour ce coup. Mais j'essaye quand même d'en prendre, pas nécessairement des très célèbres. Parce que la vie d'Einstein, à la limite, les gens qui s'intéressent à Einstein peuvent connaître la vie d'Einstein. Guillaume le Gentil, il y a beaucoup de gens qui savaient pas qui c'était, quoi. Et puis moi, c'est l'occasion aussi pour moi d'en découvrir. Et les 3e types d'épisodes que j'ai, c'est les quickies, qui sont censés être des épisodes courts, mais qui au final commencent à être de plus en plus... C'est un épisode court sur ma chaîne, c'est 11 minutes, quoi. Ça, c'est un épisode court. c'est tellement pas web. Mais bon, voilà. D'un autre côté, les classiques peuvent faire 30-40 minutes, donc... Est-ce qu'il y a des moments où tu as peur de ne pas être compris quand tu expliques des choses comme la relativité restreinte, etc. Comment tu te débrouilles avec ce genre de sujet très complexe au final? Maintenant, mine de rien, je commence à avoir une audience qui est large. Et plus c'est large, moins elle va être homogène, quoi. C'est-à-dire que je sais que des fois, j'ai des commentaires ou des messages d'enfants qui ont 12-13 ans. Et c'est super bizarre parce qu'en même temps, ils disent « Ouais, j'adore ce que tu fais, mais quand est-ce que tu vas parler de théorie des cordes ?»
Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, parce que la relativité, c'est bidon. Et je me dis, non, mais attends, gamin, là, regarde la vidéo sur la relativité quand même, parce que c'est pas bidon du tout. Il y a les gens qui savent et qui comprennent, et eux, c'est ceux qui me font le plus flipper. Parce que eux, ils m'attendent au tournant. Mais je suis très content qu'il y en ait, parce que comme ça, quand je dis une connerie, eux, c'est les premiers à me tomber dessus, je sais que je peux corriger le tir. Après, il y a ceux qui s'intéressent, ceux qui s'en foutent, qui arrivent là juste pour rigoler. Bon, bah, ils aiment pas, machin. Moi, on va dire, entre guillemets, mon cœur de cible, si je veux parler vulgairement, c'est ceux qui veulent savoir, ou qui veulent comprendre, mais qui veulent pas ni en faire leur métier, ni rien. Parce que souvent, on me dit, ouais, si j'avais eu un prof qui parle comme toi, etc. Et je dis, c'est très gentil, mais moi, je fais pas de cours, en fait. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les profs. Je veux dire, mais ce que je fais, c'est pas des cours. C'est-à-dire, moi, on peut regarder autant qu'on veut ma vidéo sur la relativité, on ne pourra pas calculer le mouvement des planètes. À un moment donné, il faut des équations, il faut des chiffres, il faut des choses comme ça, c'est autre chose. Moi, je dirais que je suis plus dans l'appréhension que dans la compréhension. Voilà, si je devais essayer de dire le truc, voilà. L'idée, c'est que les gens aient cette appréhension de comment ça marche. Et tu joues beaucoup sur... Il y a un épisode, je ne vais pas spoiler les mademoiselles, je les laisse le découvrir. Mais cet épisode met bien en valeur le fait que, comme on n'est pas des experts, on doit croire ce que tu nous dis. Et est-ce que c'est pas une responsabilité pour toi d'avoir un public qui n'a pas forcément les moyens, effectivement, comme tu le disais, de dire là, t'as tort, ça, voilà. Donc c'est l'épisode sur l'inversion des pôles. L'épisode sur l'inversion des ouais. pôles. En fait, oui, c'est... alors, le truc, c'est ce que je dis, je crois que c'est dans ma première FAQ, il y avait quelqu'un qui me posait la question, il fait pourquoi est-ce qu'on devrait te croire sur parole? Je dis, ne me croyez pas sur parole. Il ne faut pas me croire sur parole. Idéalement, il faut aller vérifier tout ce que je raconte. Je dis, maintenant, vous avez peut-être ni le temps ni l'envie. Parce que je peux comprendre, moi, quand je vois une vidéo d'un mec qui dit un truc, je me dis pas, bon alors, il a dit ça, et je prends pas des notes en disant, je vais aller vérifier toutes ses sources et tout. Mais après, il faut quand même avoir, du coup, une optique qui consiste à dire, soit, je fais confiance, j'ai confiance dans ce qu'il m'a dit, mais c'est qu'avait à tant de tort, quoi, c'est ma responsabilité si je lui ai fait confiance. Soit, je garde en tête qu'il peut, un, se foutre de ma gueule, deux, il peut se tromper. Tout le monde peut être de bonne foi dans cette histoire et pourtant il peut y avoir des erreurs de commises. Mais, et c'est d'autant plus vrai sur Internet. Là, j'étais hier en intervention dans un collège devant des quatrièmes, justement pour présenter un petit peu y penser. On va dire que j'ai fait 2 interventions. Il y en a une qui a tourné quasi exclusivement autour de cette question-là, qui est de dire quand vous êtes devant un écran sur Internet, même si vous avez des amis sur les réseaux sociaux, vous parlez sur Facebook, sur tout ça, vous êtes seul devant votre écran. Ce que vous voyez sur votre écran, vous êtes le seul à juger si l'information que vous voyez est valable ou pas, si elle vous intéresse ou pas, et ce qu'il faut en faire. Et pour l'instant, on n'a pas d'éducation à ça. L'école est censée éduquer à l'esprit critique, mais elle n'éduque pas à ce phénomène-là, qui consiste à être seul devant une masse d'informations qui défilent en plus à une telle vitesse qu'on n'a pas toujours le temps de juger. Et donc on a beaucoup parlé de ça. Et c'est vrai que moi j'y suis content parce que moi ça m'est déjà arrivé de dire des conneries. Et je sais qu'en plus je suis quelqu'un dans la vie, je peux faire preuve assez rapidement de mauvaise foi quand on me prend en défaut. C'est-à-dire que j'ai dit une connerie, on me dit mais t'as dit une connerie là, je peux... Non, pas du tout, mais c'est pas ça que j'ai dit, tu n'as pas compris ce que j'ai dit en fait. Et de reformuler et puis d'essayer de... Donc je veux dire, moi je souhaite qu'on me prenne en défaut justement. Dans les vidéos, j'essaye, j'en fais de moins en moins, mais j'ai dit, allez, on va dire qu'il y a 2 épisodes où j'ai dit une vraie grosse connerie. Et c'est très dur sur YouTube parce qu'en plus, on peut pas modifier une vidéo. On peut rajouter une annotation en disant « Attention, c'était une grosse connerie !» Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Ou alors supprimer la vidéo complètement. Mais ça c'est... Ça fait mal. Ouais, ça fait mal parce que je veux dire, c'est aussi l'histoire de la chaîne. C'est comme, j'avais discuté avec quelqu'un qui avait une chaîne d'histoire et qui n'était pas satisfait de ses premiers épisodes et qui supprimait continuellement les épisodes qu'il mettait en ligne. J'ai dit, mec, mais à un moment donné, ta chaîne, il faut qu'elle existe, tu vois. C'est-à-dire que tu as des gens qui se sont abonnés, quand ils reviennent sur ta chaîne, il n'y a plus de vidéos. Je veux dire, non, au début c'est pourri. Moi, mon premier épisode, il est pourri, il est cadré avec le cul, je veux dire, le son est dégueulasse. Je veux dire, voilà, c'est comme ça. C'est aussi ça l'histoire de la chaîne. Tiens, une petite curiosité, dans tes vidéos, tu joues beaucoup sur les hors-champs, ce que font pas beaucoup les autres youtubeurs. C'est quoi? C'était ton kiff? Alors, et je le fais de moins en moins en fait. Ouais. Et c'est marrant, il y avait vraiment 2 publics face à ça. Il y avait des gens qui comprenaient très bien pourquoi je faisais ça. Le fait que voilà, je regarde quelqu'un qui est pas là, je fais genre une blague, et puis voilà. Et il y a ceux qui se disent, mais à qui tu parles? Pourquoi on voit jamais la personne à qui tu parles?
Et si tu parles à une autre caméra, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais l'angle de l'autre caméra? Et je dis non mais détendez-vous les gars, c'est juste un effet de style, histoire de faire une coupe, parce que je viens de faire un paragraphe long comme ça, sur un truc qui est long et chiant, donc je fais une vanne pour respirer un peu et puis je reprends. À la base, je pense que ça vient surtout du fait que je fais tout seul, quoi. Que je bosse tout seul, donc il n'y a pas de... Je peux pas avoir d'interaction avec quelqu'un. Et c'est très compliqué de pas avoir d'interaction avec quelqu'un, surtout quand on essaie d'expliquer un truc qui est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut être face caméra, regarder la caméra, parler, trouver des exemples, des analogies. Et on peut pas toujours le faire, donc des fois c'est vrai que c'est assez pratique. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je me parle à moi-même sous d'autres formes. Donc je change un petit peu, je me déplace, je change un petit peu la couleur, la lumière, mais hop, ça fait presque un autre personnage. Il y a un point de détail de tes vidéos qu'il faut qu'on aborde. Oula. Je suis contente que tu n'aies pas encore fait trop d'interviews, parce que je pense que cette question tôt ou tard te gonflera, c'est celle des t-shirts. Ah, ça va. Bah oui. J'ai cru qu'on allait parler d'Aristote. Non, ça on le garde pour après. D'accord. Mais parle-nous de tes t-shirts, parce que à chaque épisode, t'en as un différent, parfois en rapport, parfois pas. Apparemment, les fans de ta chaîne scrutent avec attention le t-shirt du jour. C'est quoi l'histoire derrière tout ça? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà que j'ai un paquet de t-shirts. Ça c'est une réalité à la base. C'est-à-dire que je mets toujours des t-shirts. C'est-à-dire que dans quelques épisodes, on a pu me voir avec une chemise. C'était juste technique pour pouvoir poser le micro. Mais moi, il peut faire moins 15. Normalement, je suis en t-shirt. Donc, j'ai des t-shirts, je mets des t-shirts. Comme je suis un geek, en général, mes t-shirts ont un message. Donc, le message, ça peut être aussi con que Actarus. Je veux dire, Et donc, du coup, j'avais envie de mettre des t-shirts comme je suis, quoi. Et quand je peux faire quelque chose qui est en rapport avec l'épisode, je le fais. Mais le problème, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je me suis mis en tête que j'allais faire un t-shirt différent par épisode. Bon, le problème, c'est que ça commence à vite faire beaucoup. Alors, il faut que je récupère un paquet de t-shirts, et il faut, pour libérer un peu mes armoires, il faut que je cède mes t-shirts. Donc, je les fais gagner par des concours, des choses comme ça. Ce qui est marrant, c'est que très souvent, on me demande, alors j'ai souvent des messages qui disent j'adore ce t-shirt, dès qu'il y a un épisode qui sort, c'est comme il y a des gens qui font first, il y a des gens qui disent j'aime le t-shirt ou j'aime pas ce t-shirt. Mais il y a des gens qui me disent mais où est-ce que tu trouves tes t-shirts? Où est-ce que tu trouves tes t-shirts? Mais en fait, pour le coup, c'est sans aucune difficulté, je veux dire, j'ai pas de fournisseur. Mais franchement, je le disais dans une FAQ, je dis allez sur Google, tapez t-shirt Doctor Who. Voilà, tous les t-shirts Doctor Who que j'ai pu mettre, c'était en tapant t-shirt Doctor Who. Dans Google, quoi. Donc, j'ai pas trouvé de sites mystérieux, cachés, des choses comme ça. Je veux dire, très souvent, on va tomber sur un T-Fury ou un QWERTY ou comment il s'appelle, Blue Box Tea. Après, j'ai aussi quelques sites américains de prédilection. Mais le problème des sites américains de prédilection, c'est que les frais de port. Les frais de port et les frais de douane. Parce que les frais de douane pour le textile, quand ça vient des États-Unis, c'est. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir pour 60 € de t-shirt et pour 80 € de frais, quoi. Entre les frais de douane et le frais de port. Mais on le sait pas à l'avance. c'est la surprise quand ça arrive. Ah, merci. Les mademoiselles, souvent, s'intéressent beaucoup aux sciences sociales et à la philosophie. Tu es sur ce canapé chez Mademoiselle. Ouais. Tu as quelques instants pour nous dire tout le mal ou tout le bien ou toutes les nuances que tu penses de Aristote, la philosophie et les sciences sociales, parce que des fois dans des vidéos je me demande si c'est pas un peu un effet de style à la Sheldon, quoi. Exactement, oui. Voilà. Alors c'est pas du tout pour le plaisir de taper sur les sciences sociales, c'est dans le but de se moquer des scientifiques dits de sciences dures et qui considèrent que les sciences humaines sont des sous-sciences. Mais un peu comme les physiciens peuvent penser que la biologie c'est pas très sérieux, quoi. C'est comme, c'était dans l'épisode sur Mendeleïev où à un moment donné on essayait de comprendre la matière et puis il y avait un Français qui avait apporté des hypothèses qui au final se sont révélées être exactes, sauf que personne n'a pris au sérieux parce que le mec était géologue. On lui a dit mais retourne dans ta grotte, il faut nous la paix, quoi. On est entre gens sérieux, on essaie de bosser. Et il y a un peu de ça. Et c'est vrai que voilà, je veux dire, les sciences humaines sont des vraies sciences. Mais je sais pas, j'essaye pas d'avoir une idéologie ou un engagement particulier, c'est une réalité scientifique. C'est si on regarde la définition de ce que c'est qu'une science, c'est-à-dire que voilà, les sciences humaines, ça consiste à à observer, à poser des hypothèses, mettre en place des expériences, créer des modèles et valider ces modèles. Ce sont des sciences. Ce ne sont pas des sciences exactes au sens où
On peut pas dire, voilà, tel fait psychologique, la réponse c'est 2. Non, la réponse ne sera pas 2. Mais voilà, donc moi j'ai beaucoup de respect pour toutes les sciences. Et Aristote. Aristote. T'as beaucoup de respect pour Aristote? Mais en plus, ouais, j'ai beaucoup de respect pour Aristote le philosophe. Le problème, en fait, il y a 2 choses qui jouent. Il y a d'abord le fait que en Europe, pendant tout le Moyen-Âge, en gros, c'était la pensée aristotélicienne. Point. C'est-à-dire qu'il y a eu, je pense qu'à la base, ça vient de l'Église. Il y a dû y avoir quelques érudits dans l'Église qui ont étudié les philosophes, qui se sont dit, bon, Aristote, lui, ça va, on accepte. Donc du coup, c'était Aristote. À côté de ça, Aristote, un truc que je lui laisse, mais volontiers, c'est que, quelle que soit la recherche que je fais, je tombe toujours à un moment donné sur l'hypothèse d'Aristote sur le sujet. Donc le mec s'est posé des questions sur tout. Ça, il faut lui laisser, ça c'est la classe. Le mec était curieux. Le problème, c'est que il avait un petit peu facilement tendance à penser que l'idée qui lui passait par la tête était la bonne réponse. Et notamment avec Aristote, on a quand même passé, je crois, près de 12 siècles avant de remettre en question l'idée qu'une mouche avait 4 pattes. Aristote a dit les mouches ont 4 pattes. C'est comme ça. Aristote a dit que voilà, il fallait se badigeonner l'intérieur du vagin avec de l'huile d'olive, que c'était un moyen de contraception. C'est Aristote avait des idées comme ça. Et mademoiselle, ne faites pas ça, ça ne marche pas. Aristote disait que je sais plus exactement, mais ce qui se passe, c'est que dès que quelqu'un trouve quelque chose sur Aristote, il me l'envoie. Aristote peut penser que les petits sexes étaient des signes de virilité, sauf qu'il ne le pensait pas. Il le disait. Il disait, voilà, avoir un petit sexe est une preuve de virilité, machin. Et il donnait 2-3 explications, mais bidons, mais d'une débilité sans nom. Le vrai problème que j'ai avec ça, c'est Aristote, à la limite, il aurait dit les mouches ont 4 pattes, on s'en fout, mais il dit les mouches ont 4 pattes, et à côté de ça, on a 12 ou 15 siècles pendant lesquels on dit, au fait, Aristote, on ne remet pas en cause, parce que c'est le seul qui dit toujours vrai. Pose problème. Cette chaîne, elle t'a aussi permis de participer à un certain nombre de projets. Ouais. Il y en a 3 même, sur lesquels j'aimerais t'interroger, mais déjà, la vidéo YouTube de Mathieu Sommet sur Charlie Hebdo. Super crayon. Super crayon. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment, parce que j'imagine que l'ambiance de tournage c'est particulier quand même. Je suis tellement fier d'avoir fait ce truc-là. Moi. Je sais pas ce qu'on en pensera dans 5 ans, dans 10 ans. Quand tu auras vraiment du recul, je sais pas si les gens se diront qu'on a eu raison de faire ça, ou si les gens se diront que c'était trop tôt, que c'était trop à chaud, qu'on se moquait trop. Alors, simplement pour rendre à César, c'est vraiment Mathieu qui a tout organisé. C'est lui qui a écrit, c'est lui qui a organisé, c'est lui qui a contacté les gens, tout ça. Et c'est pas du tout pour se défausser, parce que j'assume complètement ce truc-là. Pour le coup, c'est vraiment son talent. Comment ça s'est passé? Je veux pas parler au nom des autres, mais moi, pour ma part, j'ai pas hésité une seconde. Il m'a dit, ouais, écoute, je suis en train de préparer un truc pour parler un peu des attentats, pour essayer de prendre un peu de distance. Et je pense que ce qu'il disait, c'est à la base, il voulait en faire un peu comme des fois il fait au début des SLG où il parle, ses introductions de SLG, ça peut être vraiment un sujet d'actualité. Une fois, il a fait un truc sur le Nabila Gate. Et je pense qu'il voulait faire à la base quelque chose comme ça, puis il s'est dit, mais c'est un sujet, ça peut pas être traité comme n'importe quel autre sujet. Parce qu'il y a le fait divers, quelque part, qui est donc un attentat à Charlie Hebdo, puis une prise d'otage. Enfin, il y a tout ça qui est un fait divers qui est grave. Je veux pas réduire le truc en disant ça. Et puis il y a toute la portée symbolique de la chose. Le fait que c'est une histoire qui remonte à des années, de pourquoi est-ce que ça a été ciblé comme ça, de quel était le symbole qui était visé. Et donc je pense qu'il voulait pas en faire juste un petit truc, une petite intro de 3 minutes avant, genre salut à tous, et maintenant le hippie va faire une blague, t'en as trop pris gros, et puis hop, passer sur une vidéo. Il voulait faire un truc à part. L'ambiance de tournage, c'était assez grave jusqu'à ce qu'on commence. Une fois qu'on a commencé, on était sur un tournage, puis là c'était ambiance de tournage. Ça veut dire qu'on avait un plan de découpage qui nous disait voilà, on aura fini à 22h40, et puis en gros, à part Mathieu qui l'avait écrit ce truc-là, tout le monde regardait en faisant 22h40. T'as oublié de mettre quel jour? Et on a fini à 3h du matin comme n'importe quel tournage, quoi. Et c'était très sympa, mais en revanche, il y a un truc quand même qu'on a fait, parce qu'on était dans des bureaux, c'est qu'on a quand même prévenu la police avant qu'il y avait un tournage, et qu'un des personnages avait un K-47. On s'est dit, parce qu'il y avait des grandes baies vitrées, etc., on s'est dit, pour peu qu'il y ait un voisin qui voit un mec avec une cagoule, une kalachnikov et tout, on n'allait pas commencer à prendre des risques, à tenter des trucs, donc voilà. Mais sinon, le tournage s'est passé tout ce qu'il y a de plus normalement. Si tant est que ça puisse être normal quand on a un Mathieu Sommet qui se balade en string à côté et un terroriste habillé en... Je sais même plus comment il s'appelle ce truc, c'est une espèce de Télétubbies, là.
Il y a 2 autres projets aussi, c'est donc les épisodes Breaking Balls qui sont tournés pour répondre à la série de la théorie des balls. Ouais. Et il y a récemment, tu as donné un live avec le CNES, qui est le Centre national d'études spatiales français, pour parler un peu de la comète Chury, Rosetta, tout ça. Plus globalement, qu'est-ce que ça te fait que cette chaîne Y Penser te permette comme ça de faire des projets qui est aussi cool en fait. Mais c'est ça qui est énorme en fait. Mais typiquement, j'ai déjà discuté avec une personne de l'Institut Pasteur qui m'a dit « Ouais, bien sûr, on peut vous donner accès à un microscope à balayage électronique. » Donc, je veux dire, voilà, ça c'est quelque chose. Tu peux nous expliquer, parce que pour nous, microscope à balayage électronique, peut-être le côté génialissime mais pas assez sensible. Bah, en fait, c'est un microscope qui permet quasiment de voir à la taille des atomes. Ça veut dire qu'à un moment donné, je sais qu'on peut faire une expérience qui consiste à, je me prends un cheveu, je le mets dans le microscope, et au laser, on va creuser les mots Y penser dans l'épaisseur d'un de mes cheveux, et que la hauteur des lettres va être de 7 ou 8 atomes. C'est quelque chose qui est... Ça fait rien, je veux dire, c'est quand je sais même pas si on arrivera à le ressortir, le cheveu, tellement c'est fin, tellement on voit rien. Mais... Voilà, et donc c'est des choses de cet ordre-là, où je me dis, voilà, et ça c'est du matériel qui vaut des centaines de milliers d'euros, qui vaut des millions d'euros, auquel le public n'a pas accès. Et pour le coup, moi j'ai pas de formation qui me donne accès à ça normalement, j'ai aucune autre justification que le fait que je fais des vidéos. Ça c'est bien. Ta chaîne, tu la vois évoluer comment ? Qu'est-ce que tu as envie de faire en fait ? Moi j'ai envie de continuer. Alors, aujourd'hui, c'est encore mon autre métier qui me fait vivre. Donc mon autre métier d'informaticien où je fais du logiciel. Idéalement, j'aimerais à terme que ce soit ma chaîne YouTube qui me fasse vivre. Peut-être en continuant mon autre boulot, parce que j'aime bien mon boulot. J'aurai de temps à consacrer à ma chaîne. Je pense plus je ferai en fait de vidéos. Là, j'ai pu constater en janvier avec les épisodes Breaking Balls, entre autres, que voilà, au mois de janvier, j'ai fait 6 épisodes. Alors que normalement, je suis plutôt à 2 par mois. Bon, c'est épuisant. 6, c'est beaucoup trop. 6. Surtout que c'était à flux complètement tendu. C'est-à-dire qu'on avait des deadlines parce que les épisodes de la théorie des balls sortent le jeudi. Moi, j'avais l'épisode qui allait sortir le jeudi, je l'ai le samedi. Donc il faut qu'entre le samedi et jeudi, on ait écrit un épisode, tourné, monté, illustré, publié. Donc c'était beaucoup trop tendu, mais c'était quand même assez trépidant. Voilà, moi ce que j'aimerais, c'est pouvoir faire plus de vidéos. Et pouvoir faire plus de vidéos élaborées. Par rapport à la monétisation des vidéos, tu as une politique intéressante, je trouve, que tu as déjà expliqué dans la FAQ, mais expliquons ça aux mademoiselles vis-à-vis de Tipeee, qui est de ne pas proposer les fameuses contreparties pour telle chose, telle somme. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu n'es pas un radin, mais qu'au contraire, c'est penser un peu tout ça ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, dans l'idéal, j'aurais souhaité ne pas avoir de compte Tipeee. C'est-à-dire que... Alors juste, excuse-moi, Tipeee, pour les youtubeurs, ça permet en fait une rémunération des fans qui choisissent de financer une chaîne. Tipeee, ça ressemble pas mal au financement participatif comme le crowdfunding, avec la différence, c'est que le crowdfunding, c'est pour qu'un projet existe. Tipeee, c'est le projet existe déjà. Tipeee, vraiment, leur concept, c'est l'idée, c'est que c'est un peu un pourboire. C'est un peu, écoute, on a aimé ce que tu as fait, on estime que tu as dû passer beaucoup de boulot pour le faire. C'est un accès qui est gratuit, mais ce serait quand même normal que tu touches un petit quelque chose. Voilà, il y a quelque part de cette idée-là. À côté de ça, les gens qui ont fondé Tipeee, ils ont eu aussi cette idée qui était que pour pousser peut-être les gens à donner plus facilement, de mettre en place des contreparties, comme il y en a pour le crowdfunding, qui consiste à dire, voilà, écoutez, si vous filez 5 €, vous avez un merci qui est écrit dans le générique de l'épisode, si vous mettez 20 €, vous avez un t-shirt, vous mettez 50 €, vous avez tel truc. Et moi, j'étais très très mal à l'aise par rapport à ça. Autant sur un projet qui se crée, il y a quelque part la notion de producteur qui peut faire sens, qui peut consister à dire, voilà, je veux faire un court-métrage, et quelqu'un qui a mis 1000 € dedans, c'est normal qu'il ait un accès au tournage, à une journée de tournage par exemple, qu'il ait accès au plateau, qu'il ait son nom comme coproducteur du truc. Mais sur un projet qui existe déjà, on n'est plus en mode producteur, on est en mode fan quelque part. Et l'idée de dire qu'il y a des meilleurs fans que d'autres, j'aime pas tellement cette idée-là. Donc moi, ce que j'avais dit, c'était, Tipeee, c'est vraiment, c'est si vous voulez me donner, que vous pouvez me donner. Moi, je vous dis juste merci. Et je vous dis merci de la même manière à tous, y compris à ceux qui ne donnent pas. Je veux pas créer ces différences, ce qui fait que j'ai fait absolument zéro contrepartie. J'ai créé des contreparties simplement pour qu'il y ait des catégories dans Tipeee, pour qu'il y ait la catégorie 1 €, 2 €, 5 €, etc. Parce que quand on crée son compte, c'est simplement, d'un point de vue ergonomique, c'est mieux, il y a des catégories, etc. Mais il n'y a rien derrière.
C'est pour 1 euro, je vous dis merci. Pour 2 euros, je vous dis merci aussi. Il y a juste pour 10 000 euros. Hein, moi, j'ai un don à 10 000 euros, je dis voilà. Qui d'ailleurs s'appelle le don que personne ne fera jamais. Et qui dit bon, bah, si un jour je tombe sur un cinglé qui balance le don de 10 000 euros, on trouvera un truc. on se fera un dîner, on fait un truc. Je veux dire, là, il y a même moyen que je fasse un week-end à Paris, je veux dire, à ce prix-là. Mais sur le principe, voilà. Pour finir, je vais poser une question spéciale, mademoiselle. Oui. Dans les sciences, quand tu es une nana, en tant que modèle, une fois que tu as dépassé Marie Curie, t'es pas très bien. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils? Voilà, allez voir telle personne, telle nana, ce qu'elle fait, c'est intéressant, que ce soit de l'histoire ou que ce soit une femme scientifique actuelle. Alors, il va y avoir quelques sujets sur. Notamment dans la preuve par vieux, il va y avoir des sujets sur des femmes scientifiques. Alors, il ne va pas y avoir un sujet sur les femmes scientifiques. Il va y avoir un sujet, des épisodes sur des femmes scientifiques. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que des femmes scientifiques, il y en a. Alors, je ne vais pas dire qu'il y en a toujours eu, parce que je ne suis pas suffisamment historien pour savoir s'il y en a toujours eu. Je pense quand même qu'il y a eu une époque à laquelle les femmes n'avaient tout simplement pas le droit. Je sais par exemple qu'au XXe siècle, simplement pas besoin de chercher en 1600, je sais pas quoi, au XXe siècle aux États-Unis, il y a eu beaucoup de femmes scientifiques dont les résultats ont été soit accaparés par des hommes, ou soit quand c'était des femmes de scientifiques aussi, parce que très souvent, les hommes et femmes se connaissaient depuis leurs études, ils étaient tous les deux scientifiques. Ce qui se passe, c'est qu'ils n'avaient pas le droit de travailler ensemble, ou alors quand ils travaillaient ensemble, la femme un des deux devait mécaniquement avoir un titre soit d'assistant, ou enfin une espèce de sous-titre, et en général, c'était la femme qui prenait cette position-là. Mais le fait est que il y a beaucoup de situations dans lesquelles ce sont les femmes qui ont trouvé une réponse, que cette réponse a d'abord été dénigrée, puis quand ça a été validé par des hommes, et on a retenu le nom des hommes qui ont validé l'idée originelle. Marie Curie, c'est un cas très particulier. Marie Curie, parce que Marie Curie, pour moi, c'est pas juste le cas de la femme scientifique, c'est une immigrée qui, à un moment donné, va avoir 2 prix Nobel dans 2 domaines différents. Ce qui est d'abord la première à avoir 2 prix Nobel dans 2 domaines différents, et qui est la première femme, qui plus est, à faire ça. Et qui, à côté de ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Marie Curie, voilà, à un moment donné, elle va avoir des difficultés en maths. Elle est sur un de ses problèmes, et puis elle est limitée par les mathématiques. Bon, qu'on soit clair, c'est des mathématiques de très 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 haut niveau. Et elle se dit, là, j'ai pas le bagage suffisant. Donc elle va à l'université pour passer un doctorat en maths. C'est donc à faire, voilà. Bon, elle sort major, voilà, ça s'est fait aussi. Et elle reprend là où elle s'était arrêtée, et effectivement, elle arrive à dérouler le truc derrière. Elle aurait pu prendre un étudiant en maths, elle aurait pu... Non, elle voulait le faire, elle. Et à côté de ça, en 1910, donc elle est déjà veuve. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle va avoir une aventure avec un mec, un scientifique qui s'appelle Paul Langevin, qui est très connu pour le fameux paradoxe des jumeaux de Langevin, dont je parlerai sans doute dans un épisode. Et ce qui se passe, c'est que ça a été un scandale à l'époque. Et c'est marrant parce que moi, j'ai découvert cette info-là en même temps que, je sais plus, je crois que c'était à peu près en même temps que l'histoire des croissants de François Hollande. Et je me dis, en fait, voilà, on dit que c'est aujourd'hui, mais c'est pas aujourd'hui, ça a toujours été comme ça, c'est juste pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes embrouilles, mais il y avait des gens qui demandaient à ce qu'on lui retire son premier prix Nobel, ça n'avait pas encore eu le deuxième, et c'était un scandale parce que lui était marié, sauf que le scandale, mais ça venait d'elle, le scandale c'était elle, c'était pas lui. Et de se rendre compte qu'en fait, dans les années 10, elle était célèbre pour ça. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, Marie Curie, pour nous, il n'y a pas de doute, même si on ne sait pas ce qu'elle a fait, Marie Curie, c'était une scientifique. Voilà, même ceux qui n'ont aucune idée de ce qu'elle a découvert, ce sur quoi elle a bossé, Marie Curie, scientifique. Dans les années 10, Marie Curie, c'était une espèce de traînée qui avait genre là. C'est marrant, quoi. Enfin, marrant. Rétrospectivement, ça devait pas être marrant sur le coup. On attend de découvrir tes nouvelles vidéos sur ta chaîne Y penser. Ça roule avec plaisir. Merci.